Bonsoir, mesdames et messieurs. Merci pour votre participation. Aujourd'hui, nous sommes le 12 août 2022 pour le compte de notre programme de renforcement des capacités des robots agents 1563. Nous avons ce soir Monsieur Michel Ogunlagi. Sans plus tarder, je me présente. Moi, je suis Doris Amoli. Je suis e-reporter agenda 1563. Je suis chargé d'assurer la modération de ce soir. Le thème intitulé Comprendre et relayer les actions de changement dans le secteur de l'agriculture. Et pour discuter autour de ce thème, nous avons M. Michel Ogunlagi, qui est un agronome, un assistant de recherche et aussi également un gestionnaire de projet, qui va nous entretenir sur environ 30 minutes, 30 à 45 minutes sur le thème que je viens de préciter. Vous savez tous que les actions de changement dans le secteur de l'agriculture sont d'autant plus importantes en ce sens que ça nous permet de pouvoir relier ces actions avec les agendas, avec les agendas 2063 et également 2030, sans oublier les cibles priorisées par le Bénin en ce qui concerne ce secteur. Donc, ces actions au niveau afin de permettre afin de permettre une communication autour de ces dernières. Donc, sans plus tarder, je vais inviter, si M. Michel me reçoit. Bonsoir, monsieur Apamouli. Bonsoir à tous. Vous me recevez? Allô, M. Michel, vous me recevez? Oui. Je vous reçois 5 sur 5. Est-ce que vous me recevez en retour? Oui, je vous reçois 5 sur 5. Je pense que vous pouvez déjà démarrer. Je vous laisse ouvrir. Vous avez 30 à 45 minutes pour nous entretenir sur votre thème. Merci beaucoup. Ok, merci bien. Je m'attendais à avoir au moins une vingtaine de participants à cette séance, mais pour le moment, nous n'avons que environ 85. Néanmoins, je vais démarrer. Peut-être que les autres vont nous rattraper. Je vais rapidement lancer le partage de mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? 5 sur 5, on vous reçoit. Ok. Je vais mettre ça en mode diaporama. Super. Ok. Le thème à travers lequel nous allons échanger ce soir est intitulé, comme l'a déjà dit le président, M. Apamouli, comprendre et relayer les actions de changement dans le domaine de l'agriculture. Et d'abord, quand on parle de l'agriculture, les gens ont tendance à relier d'office l'agriculture à la production végétale. Mais ce n'est pas forcément ça. Il faut comprendre par agriculture ici ce qui a rapport aux sciences agronomiques. Et lorsqu'on parle des sciences agronomiques, il y a un certain nombre de spécialités dont je vais faire cas tout à l'heure. Mais avant d'aller dans le vif du sujet, je me présente, je suis Michel Ogunlagi, je suis agronome zootechnicien, assistant de recherche dans un laboratoire à la faculté des sciences agronomiques de l'Université d'Abomey-Calavi. Également, je suis gestionnaire de projet. Bon, là, de façon laconique, ce que je pourrais dire en ce qui me concerne. Le plan de cette communication sera articulé autour des principaux axes. D'abord, je parlerai des actions de changement. Et comme je le disais à l'entame, en matière d'actions de changement, nous allons non seulement parler de tout ce qui a rapport à la production végétale, et la production animale et la production de la santé animale, tout ce qui a rapport à l'environnement et les ressources naturelles.
je ne finirai pas sans aborder la transformation agroalimentaire et puis l'économie agricole et la vulgarisation. Et lorsqu'on aurait fini de parler de ce premier grand point, on va maintenant entamer les stratégies de diffusion de ces actions. C'est vrai qu'il y a des contraintes qui existent et face à ces différentes contraintes, moi j'ai essayé de faire une proposition de mécanisme de diffusion. Et je parlerai également de quelques plateformes d'information agricole. Vous êtes e-reporter, il va falloir aussi que je puisse vous donner quelques médias qui essaient de diffuser des informations dans le monde agricole et ça pourrait aussi vous outiller davantage à mieux relayer les informations dans le changement dans le domaine agricole. D'abord, quand j'aborde la production végétale, et de plus en plus, on parle de l'agriculture climato-intelligente. Et cette agriculture climato-intelligente, c'est rien d'autre que l'agriculture intelligente face au climat. De plus en plus, il y a les variabilités climatiques et dans les communautés, dans les pays, dans toutes les régions pratiquement, ça s'est fait ressentir et on essaie quand même de pouvoir adapter l'agriculture aux nouvelles réformes de l'environnement. Parce que sans ça, les rendements sont en train de chuter, les paniers de la ménagère en train de souffrir, il va falloir trouver des mesures alternatives. Déjà, même au Bénin également, il y a des actions du genre qui sont menées. Et l'agriculture intelligente face au climat, c'est rien d'autre qu'une approche qui permet de définir les mesures nécessaires afin de transformer, de réorienter les systèmes agricoles dans le but de soutenir. Oh, vous allez m'excuser, il semble qu'il y a un bruit assourdissant dans ma zone là. Je vais couper momentanément mon micro le temps qu'il puisse passer. D'accord, monsieur. OK, je crois que c'est bon maintenant. Je disais tantôt que l'agriculture climato-intelligente n'est rien d'autre qu'une approche qui permet de définir des mesures nécessaires afin de transformer et de réorienter les systèmes agricoles dans le but de soutenir efficacement le développement de l'agriculture et d'assurer la sécurité alimentaire face au changement climatique. Ça, c'est une définition qui a été donnée par la FAO depuis 2010. Maintenant, cette agriculture climato-intelligente a trois principaux objectifs. D'abord, elle vise l'augmentation durable de la productivité et des revenus agricoles, l'adaptation et le renforcement de la résilience face aux impacts des changements climatiques, la réduction et pourquoi pas la suppression des émissions de gaz à effet de serre. De plus en plus, on est face à ça et il y a des notions de gestion intégrée. La notion de pollueur-payeur. Lorsque vous polluez l'environnement, il va falloir que, d'une manière ou d'une autre, vous soyez en mesure de pouvoir payer pour ce que vous êtes en train de faire. C'est vrai que l'Afrique, de nos jours, ne pollue pas comme les États-Unis, comme l'Europe, etc. Mais il faudrait quand même que nous puissions nous mettre dans la posture de ne pas en arriver là, parce que si toute la planète est confrontée à cette difficulté climatique, alors ça voudra dire qu'on aura du mal à pouvoir respirer, à pouvoir vaquer convenablement à nos occupations. Aussi, au niveau de la biodiversité, il y aura une destruction approche. Donc, il faudrait que nous y prenions garde afin de ne pas en arriver là. Et pour ça, l'agriculture est en train de connaître une tournure
ou bien de réformes assez profondes. Aussi, on parlera de l'agriculture de précision. L'agriculture de précision, ce n'est rien d'autre que cette agriculture qui emploie des techniques et des pratiques visant à limiter l'utilisation directe d'intrants dans les parcelles agricoles. Même de nos jours, au Bénin, il y a déjà une start-up AgriLibre qui a commencé par faire ses preuves à travers l'utilisation des drones. Ça a déjà commencé à Latitengou. Je crois que les années à venir, les mois à venir, ça va pouvoir s'étendre sur toute l'étendue du territoire national béninois. Également, il y a un cabinet que je connais bien à Bomekalavi qui essaie de former aussi par rapport à l'utilisation des drones en agriculture. Et l'agriculture de précision prend en compte l'hétérogénéité intraparcellaire afin d'ajuster la dose d'intrants en quantité, en temps et en lieu pour essayer d'améliorer le bilan économique, agronomique et environnemental des exploitations agricoles. Vous n'êtes pas sans savoir que lorsque on veut quand même améliorer la productivité et qu'on est en train d'aller vers cette précision, il faudrait quand même essayer de débourser davantage de l'argent. D'aucuns pensent que cette agriculture de précision, c'est une agriculture de riche où il faudrait forcément avoir d'abord de l'argent avant de s'y aventurer. Mais il faudrait qu'on en arrive là si on veut véritablement produire et faire de la production intensive, c'est-à-dire avec peu d'input, essayer d'optimiser véritablement notre production. La transition agroécologique. Oui, on est en train de passer à petits coups de l'agriculture conventionnelle, c'est-à-dire l'agriculture que nos parents avaient l'habitude de faire depuis des temps immémoriaux, vers une agriculture écologique. Et cette agriculture écologique est de plus en plus sur toutes les lèvres parce que, vu la variabilité climatique, il faudrait qu'on puisse s'adapter. C'est vrai que nous ne sommes pas encore à une agriculture véritablement durable qui promeut un environnement respectueux afin de pouvoir répondre aux besoins en alimentation de nos populations sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Et il y a des actions qui sont menées en matière de transition agroécologique. Il y a certaines pratiques qui sont mises en œuvre qui auparavant n'étaient pas mises en œuvre, mais de plus en plus, ça a commencé par prendre de l'ampleur. Il y a même des études déjà qui ont été lancées pour pouvoir essayer d'évaluer la viabilité socio-économique et environnementale de ces différentes pratiques-là, que ce soit à l'échelle locale ou bien à l'échelle régionale. Et je parlerai de l'entretien des parcs arborés sur les champs. Et ça voudra dire que lorsque vous avez vos parcelles, il faudrait quand même essayer de planter quelques arbres ou bien de laisser, ça peut être une régénération, de laisser quelques pieds d'arbres sur vos parcelles pour que la parcelle ne soit pas nue et laissée uniquement à la production agricole. Et là, ça permet de pouvoir non seulement profiter, si ce sont des fruitiers par exemple, de profiter non seulement de l'ombrage, des feuilles qui vont se décomposer pour pouvoir fertiliser les sols, mais aussi de profiter des fruits qui peut-être en saison sèche vont constituer encore une autre source de revenus aux producteurs. Les gens ont commencé, au nord par exemple, il y a le karité que les gens essaient de mettre davantage sur les parcelles. Il y a aussi l'anacardier, il y a aussi les nérés. Donc voilà quelques exemples qui font région à travers cette pratique agroécologique. Il y a aussi de plus en plus les gens qui essaient d'installer des aménagements agroécologiques
Et dans le rang de ces aménagements, on peut parler des cordons pierreux. Et ces cordons pierreux essaient quand même de pouvoir réduire un tant soit peu l'érosion des sols. Parce que lorsque vous mettez de l'amendement organique ou bien de l'amendement minéral, il va falloir que votre parcelle puisse véritablement en bénéficier afin que la production soit meilleure. Mais si vous êtes par exemple sur une parcelle en pente et que vous ne mettez pas ces aménagements agroécologiques tels que les cordons pierreux, ça voudra dire que quand il y aura des fortes pluies, tout ce que vous avez mis comme amendement, que ce soit organique ou bien minéral, l'eau va les emporter. Et comme cela, ça voudra dire que votre investissement n'aura pas de fruits escomptés. Et aussi, il y a de plus en plus la production de fumier organique. Parce qu'on est en train d'en arriver là, pas parce qu'on n'a pas de l'argent pour pouvoir s'acheter de l'engrais minéral, mais de plus en plus, il n'y a pas de disponibilité de ces engrais minéraux. Et ça s'est accentué à travers la COVID-19, aussi à travers les crises russo-ukrainiennes. Je vais en arriver là lorsque je vais aborder la partie relative à l'économie agricole. Aussi, les producteurs ont commencé par laisser des résidus de récolte sur les parcelles. Là, ça permet de pouvoir garder l'humidité des parcelles. Ça permet à ce que ces résidus agricoles puissent se décomposer et encore fertiliser le sol pour qu'on puisse en bénéficier et réduire aussi l'utilisation des intrants. Voilà quelques pratiques. Il y en a tellement, même sur cette slide, il y en a tellement. Je vais m'en arrêter à ces éléments. Peut-être que dès que vous aurez la diapositive, vous pouvez aller en profondeur. Peut-être si vous avez d'autres questions plus tard, je vais répondre à ces différentes questions. Et voilà. Et davantage, nous avons la production de ce que nous allons appeler ici le bokashi. Même au Bénin, ça a commencé. Et l'auteur que j'ai cité ici, c'est même un béninois. Et le bokashi, c'est de l'engrais biologique solide fermenté par ajout de micro-organismes efficaces qui est produit à partir des matières organiques telles que les résidus des cultures, des cuisines et les déjections d'animaux. Ça, c'est pour permettre de trouver d'alternatives à la non-disponibilité des engrais, et pas des engrais minéraux, et aussi à la flambée des prix de ces engrais. En matière de flambée des prix de ces engrais, je reviendrai sur les causes, je reviendrai aussi sur les alternatives. Donc, on est en train d'en arriver là. Et le bokashi a pour avantage de pouvoir se produire en étant beaucoup plus réduit comparativement au compost. Parce qu'en une dizaine de jours, vous pouvez rapidement produire du bokashi, le mettre sur votre parcelle et bénéficier de l'apport organique de ce produit-là pour pouvoir essayer de fertiliser davantage au sol et améliorer vos rendements. Il y a la lutte biologique contre les ravageurs des cultures. De plus en plus, on est en train d'utiliser des extraits de plantes pour pouvoir lutter contre un certain nombre de ravageurs. Nous avons par exemple l'Helicobacter mugera qui est un ravageur. Ce sont des lépidoptères qui essaient davantage de pouvoir ravager, de décimer les cultures de coton, les cultures de maïs, et que ce soit aussi la tomate. Donc, ça fait tellement de ravages au point où même les producteurs en milieu rural ont commencé par trouver des alternatives à
travers l'utilisation des plantes, les gens utilisent des huiles de Nîmes et aussi d'autres produits locaux pour pouvoir essayer de lutter contre ces ravageurs. Et de plus en plus, il y a aussi les Spodoptera frigipeda, qui est aussi un lépidoptère qui ravage les champs de maïs. Quand vous avez affaire avec ces lépidoptères, ça voudra dire que c'est l'année-là, vous êtes sûr de ne pas avoir de récolte à la fin. Parce que quand ces lépidoptères, ces papillons, entrent dans vos champs, ils déciment tout sur les chemins. Et c'est considéré de plus en plus comme une situation d'envergure régionale. Les chercheurs sont en train de travailler pour trouver des produits locaux qui peuvent véritablement permettre aux producteurs de pouvoir lutter contre ces ravageurs. Mais les producteurs aussi utilisent de façon empirique des produits pour pouvoir véritablement y contrecarrer. Alors, je vais à présent entamer tout ce qui a rapport à la production animale. En matière de production animale, il y a certaines actions qui sont menées. Et d'abord, il y a l'amélioration de la production laitière. Et pour cela, les éleveurs, bien les agro-éleveurs, utilisent des recettes galactogènes à base de plantes locales pour essayer d'augmenter la production laitière de lait vache. C'est des recettes qui sont concoctées au plan local et on donne aux animaux, on donne aux vaches pour que ces vaches, en retour, puissent donner davantage de lait. On est à pratiquement 2 litres, 2 litres et demi de lait par vache par jour, mais en utilisant de plus en plus ces recettes-là, à base des plantes locales, d'autres parviennent même à aller au-delà des 4 litres par jour par vache. Donc, ça voudra dire que c'est quand même une amélioration, c'est quand même une action de changement qu'il faut promouvoir, même si nous ne sommes pas encore au niveau des pays occidentaux où on est déjà à près de 25 litres de lait par jour par vache, mais quand même avec nos races locales dont nous disposons, avec nos recettes locales, on essaie quand même de booster davantage la production laitière. Aussi, il y a l'insémination artificielle qui constitue une biotechnologie à travers la récolte des semences des vaches, des bovins exotiques, et on essaie de conserver ces semences afin de les ensemencer au niveau de nos vaches. Mais ça n'a pas véritablement donné les effets qu'on voudrait, mais ça a quand même commencé et avec le temps, ça pourrait véritablement s'améliorer. C'est vrai, ça aurait pu donner des prix véritablement édifiants, mais pour le moment, on n'est pas encore arrivé à cette étape parce que nous sommes dans un système purement extensif. Les animaux ne restent pas en claustration totale, les animaux vont en divagation, les animaux vont au pâturage, et tout ça fait qu'on ne parvient pas à maîtriser l'essor de cette biotechnologie. Aussi, de plus en plus, au Bénin, les gens utilisent les chèvres pour pouvoir collecter du lait. Par exemple, il y a une ferme à Ndali où on produit du lait de chèvre parce qu'ils utilisent des chèvres laitières à travers lesquelles ils parviennent quand même à collecter une certaine quantité de lait. L'amélioration génétique des animaux. C'est vrai, il y a création de nouvelles races. Nous avons au Bénin depuis un certain temps la race composite de poulet Goliath que les gens essaient quand même de valoriser. Et cette race composite est issue de plusieurs croisements, que ce soit exotiques, etc., pour pouvoir parvenir à mettre sur pied cette race-là.
le géniteur, si je peux m'exprimer ainsi, de cette race, il est à Guangzhou. Et si vous avez besoin des poussins locaux de Goliath, vous pouvez vous référer à ces messieurs. Bon, je ne vais pas faire de la publicité ici, mais si en temps vous en avez besoin, vous pouvez à travers le monsieur Apamoli nous contacter, on pourra vous aider. Et introduction des races exotiques. C'est vrai qu'en temps, au Bénin, il y avait l'opération Coq, où les gens sont allés dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest pour pouvoir importer des coqs dans l'espoir de pouvoir améliorer les performances de reproduction, les performances de croissance de nos poulets locaux, mais ça n'a pas donné les résultats qu'on voudrait. Mais de plus en plus, il y a aussi d'autres souches que les gens essaient de pouvoir valoriser en milieu local et aussi à travers des types de sélection. Les producteurs eux-mêmes vont dire en fonction d'un certain nombre de caractéristiques des animaux, ils essaient de pouvoir les sélectionner et après sélection, eux-mêmes ils commencent par faire au niveau de l'élevage des croisements. Des croisements. Et ce sont des pratiques qu'il faudra quand même essayer de répertorier et vulgariser convenablement afin de permettre à un bon nombre de pouvoir s'en approprier. Parce que lorsqu'il y a de ces genres d'innovation, il faudrait quand même des gens pour relayer l'information afin que ça puisse être adopté pour le bien de la population rurale, pour le bien du pays et pour l'économie, pour le PIB. Le pot de lait, ça aussi, c'est une innovation au plan régional qui constitue un outil permettant d'ajuster l'alimentation des vaches pour atteindre un objectif de production fixé par l'éleveur. Vous avez la possibilité, avec ce tableur, de pouvoir composer la ration de vos vaches pour dire, ah, je veux atteindre au minimum 3 litres, 5 litres de lait par vache par jour. Et en fonction de cela, vous allez composer l'aliment avec ces tableurs. C'est vrai que ce n'est pas encore autant vulgarisé, mais ça fait partie des actions de changement dans le domaine de la production animale. Aussi, il y a une technologie de pointe qui est en train de faire ses preuves actuellement. Ce n'est pas encore venu au Bénin parce que en Afrique de l'Ouest, c'est uniquement au Burkina Faso que nous avons ça actuellement. C'est le greenfield. Ici, à droite, vous voyez, il y a un animal qui est en train de prendre quelques crottes là. Maintenant, avec ça, on veut mesurer de façon directe l'émission de gaz à effet de serre chez ces ruminants. Et en fonction de cela, on pourra quantifier le méthane entérique qu'émettent les animaux et partant, on va dire, OK, si on doit envoyer ces animaux au pâturage et pouvoir les laisser pour pouvoir essayer de paître, il va falloir qu'on puisse véritablement quantifier le méthane entérique émis par ces ruminants et partant de là, en fonction de chaque type d'aliment consommé par l'animal, on pourra faire des quantifications. C'est une innovation qui est en train de faire ses preuves. On espère que d'ici quelques années, on aura des tentacules au Bénin. Ça permettra aussi aux éleveurs de ruminants de pouvoir véritablement en bénéficier. Aussi, nous avons de plus en plus, parce que le pâturage est en train de connaître, bien en train de décimer un certain nombre de cheptels et ça crée de conflits au plan social. D'abord, on dira la dernière fois, j'avais écouté à la radio, il y a à Tchaourou, il y avait des conflits entre agriculteurs et éleveurs et c'est parce que ces éleveurs sont allés faire paître
les animaux dans les champs de certains agriculteurs. Il y a eu des pertes en vies humaines et à travers ça, de plus en plus, il y a des sensibilisations pour que les éleveurs puissent mettre en place des cultures de céréales, de légumineuses, fourragères, afin de pouvoir nourrir les animaux. Lorsque vous mettez en place ces cultures fourragères, ça vous permet de limiter au maximum le pâturage. Lorsque vous limitez le pâturage, ça vous a dit quoi? Ça vous a dit qu'on est en train de résoudre un problème sociétal. Et par temps, ça permet aussi à vos animaux de gagner en énergie et l'énergie gagnée va les permettre de pouvoir donner davantage, de déposer davantage de la viande, etc. pour que vous aussi, vous puissiez en bénéficier. Il y a aussi la conception et l'implantation des biodigesteurs. Au nord Bénin, il y a SNV qui est en train de piloter un certain nombre de groupements pour pouvoir maîtriser davantage l'utilisation des biodigesteurs afin de produire de l'énergie en employant aussi les déjections animales. Et aussi, on est en train de mettre en place des banques fourragères arbustives. Ces banques fourragères, ça peut être constitué, par exemple, de Moringa oleifera, ça peut être constitué de Maurice alba, de Albizia albec. Ce sont en quelque sorte des arbustes. Lorsque vous les mettez en place, ça vous permet de pouvoir collecter les feuilles pour nourrir vos animaux à l'auge. Et en faisant ainsi, vous limitez le pâturage et par temps, vous limitez les conflits entre agriculteurs et éleveurs. Les probiotiques, prébiotiques. Il y a depuis un certain nombre d'années, je crois depuis 2006, par exemple en France, ils ont déjà interdit l'utilisation. Allô, vous me recevez? Oui, monsieur Michel Borossa, c'est succinct. Ok, super. Oui, je disais tantôt que depuis 2006, en France, ils ont déjà interdit l'utilisation des antibiotiques en production dans les élevages. Parce qu'il y a ces antibiotiques qui sont utilisés comme étant des promoteurs de croissance. Mais ça a des répercussions sur l'homme. Parce que lorsque vous consommez les produits issus de ces animaux, de plus en plus, vous ne parvenez pas à pouvoir développer des anticorps efficaces pour lutter contre des antigènes qui vont attaquer votre organisme. Ça voudra dire que vous fragilisez de plus en plus votre système immunitaire. Et au Bénin, par exemple, on a commencé par utiliser des probiotiques, le ferment de Tchoukoutou, comme étant des probiotiques, ce qu'on appelle souvent le pétek-pétek. On essaie de les utiliser dans l'alimentation, par exemple, de la volaille, pour permettre à ce que ces animaux puissent quand même être beaucoup plus résistants à travers les micro-organismes bénéfiques au sein de l'intestin, des microbiotes, pour que ces microbiotes-là permettent aux animaux de pouvoir lutter efficacement contre les maladies et par temps, ça renforce le système immunitaire et ça permet à ce que la production soit beaucoup plus élevée. Et aussi, en termes de prébiotiques, les producteurs ont compris, ils utilisent aussi, par exemple, le Vernonia amygdalina, c'est amont-vivant, voilà. Et ils utilisent ça pour donner aux animaux. Et en le faisant, ça voudra dire que ça va essayer quand même de lutter contre les bactéries pathogènes, parce qu'au sein de l'intestin, il y a des bactéries qui sont bénéfiques pour l'organisme. Il y a aussi des bactéries pathogènes. Mais en l'utilisant, ça va permettre à ce que ça puisse détruire ces bactéries pathogènes
et renforcer l'action des bactéries bénéfiques à l'organisme. Et ça constitue en quelque sorte un vivier ou bien substrat pour que si en temps vous utilisez des probiotiques, ça puisse davantage renforcer l'action. Maintenant, lorsque vous utilisez de façon simultanée des prébiotiques et des probiotiques, en ce moment, on parlera de symbiotique. De plus en plus, il y a l'approche One Health, c'est-à-dire une seule santé, qui est en train de prendre de l'ampleur, que ce soit au Bénin, que ce soit au Togo, au Burkina Faso, en tout cas en Afrique de l'Ouest, là où je maîtrise davantage. Et cette approche promeut une approche intégrée, systémique et unifiée de la santé publique, animale et environnementale. C'est-à-dire, vous n'êtes pas sans savoir, il y a des maladies, lorsque ça touche l'animal, ça voudra dire que l'homme aussi est en mesure de pouvoir contracter la maladie. Il y a souvent les cas de zoonose, il y a aussi la salmonellose, etc., la grippe aviaire, même le coronavirus, par exemple. Et il faudrait quand même qu'il y ait des approches pour permettre à ce que quand l'homme agit, il faut que l'action de l'homme ne puisse pas nuire aux animaux et que également tout ce qu'on va donner aux animaux ne puisse pas en retour nuire à l'homme. Au niveau de l'environnement, il faudrait quand même qu'on puisse avoir une idée, on puisse mettre en place des mesures respectueuses de l'environnement et respectueuses de la santé des animaux pour que l'homme puisse vivre en parfaite santé. Et c'est tout ça mis ensemble qui a fait que les gens parlent d'une approche entre elles. Même au Bénin, il y a déjà des sensibilisations dans mon milieu rural. Les gens ont compris. Avant, il y a des producteurs, lorsque par exemple, ils vont dans les champs pour pouvoir essayer de faire de l'épandage ou bien essayer de faire de la pulvérisation des insecticides, ils finissent, c'est peut-être au niveau des cours d'eau, ils vont laver les instruments, les matériels qu'ils ont utilisés. Et en le faisant, cette eau qui est en train de ruisseler, c'est peut-être à un endroit, un autre lieu, d'autres sont là-bas en train de pouvoir essayer de récolter cette eau et les boire. Et comme ça, d'autres vont commencer par faire des diarrhées, d'autres vont commencer par tomber malades, mais de plus en plus, les producteurs ont compris qu'ils sont en train de laisser ces pratiques parce qu'ils ont compris que quand ils agissent ainsi, ils sont en train non seulement de pouvoir nuire à leur propre santé, mais aussi de nuire à la santé de leurs semblables. Et il y a au Burkina, par exemple, les gens essaient de mettre en place un produit qu'on appelle Nimazal, qui constitue un moyen alternatif pour la lutte simultanée contre le paludisme et les trypanosomes africaines. Ça, par exemple, ça lutte contre le paludisme chez l'humain et aussi ça lutte contre les trypanosomes au niveau des bovins. En matière d'environnement et des ressources naturelles, j'avais abordé ça quand j'étais au niveau de la production végétale. Les gens commençaient par davantage mettre en place des bandes enherbées lorsque vous allez dans les champs pour éviter à ce qu'il y ait une détérioration avancée des sols, une érosion poussée. Les gens mettent en place des bandes enherbées pour que ça puisse quand même essayer de freiner la dégradation ou bien la détérioration de tout ce qu'on apporte au sol comme étant intrant. Également, c'est en quelque sorte le même rôle avec les cordons pierreux que les gens mettent en place. Aussi, il y a les demi-lunes que les producteurs installent souvent au niveau des sols où il n'y a pas suffisamment
de plantes, il n'y a pas d'arbres. Souvent en zone sahélienne, ils vont mettre en place ces demi-lunes pour que parfois, s'il y a érosion, ça ne puisse pas trop drainer les intrants, l'apport de fumée organique ou bien de fumée minérale. Et aussi, des gens construisent des diguettes. Ça fait partie des actions de changement. Au départ, bien il y a 20 ans en arrière, on ne parlait pas de ces éléments de conservation des eaux et des sols. Mais de plus en plus, c'est devenu monnaie courante. Les populations sont en train de s'en approprier et ça permet quand même d'augmenter le rendement, d'augmenter la productivité au plan local ou régional. Et on est en train de tendre aussi faire des actions qui permettent aux animaux et aux végétaux de se sentir véritablement dans leur biotope, c'est-à-dire dans leur environnement, parce que en fonction d'un certain nombre de paramètres météorologiques et climatiques, on essaie de prédire quel peut être l'environnement favorable à l'horizon 2085 avec des calculs météorologiques et de certains paramètres, de voir, oui, telle espèce, par exemple, dans son environnement, est-ce que cet environnement, avec l'avancée vertigineuse des changements climatiques, en 2050, est-ce que cet environnement serait encore favorable pour l'espèce? Et avec ces mesures, ces réformes, on comprend mieux comment il faut agir en termes de biodiversité, comment est-ce qu'on pourra véritablement permettre aux animaux de ne pas disparaître, parce que si on ne commence pas à faire ces études, cette prédiction, on sera là et du jour au lendemain, on va commencer par constater que tout ce qu'on a comme patrimoine animal, comme patrimoine végétal, on va les perdre. Il y a des actions comme ça qui sont menées. Au Bénin, il y a déjà plein d'études qui sont menées sur un certain nombre d'espèces animales et végétales pour essayer de modéliser les niches écologiques pour voir, avec le temps, est-ce que les environnements vont les permettre de pouvoir continuer à exister. Et lorsque vous maîtrisez ça, vous pouvez maintenant prendre les actions nécessaires afin de pouvoir les conserver. Les changements climatiques. Oui, de plus en plus, on parle de changement climatique. Et la dernière fois, il y avait dans les pays européens la canicule où les gens ne parvenaient même pas à maîtriser les feux de brousse, les feux de végétation, si bien qu'ils étaient en train de crier au scandale. Mais c'est parce que les autres, ils ont atteint un niveau véritablement élevé en termes de dégradation de l'environnement, en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Chez nous, nous ne sommes pas encore arrivés à ce niveau, mais comme je le disais tantôt, il faudra quand même qu'on puisse se mettre dans la danse pour ne pas en arriver là. Les producteurs, avant, au nord, on était à 2 saisons pluvieuses par an, mais de nos jours, il n'y a qu'une seule saison. Ça fait partie de la variabilité climatique. On ne maîtrise plus quand est-ce que les pluies commencent véritablement, quand est-ce que les pluies vont s'arrêter. Il peut y avoir des pluies précoces et parfois, au moment où on s'attend le moins, il peut y avoir des pluies, il y a des inondations, on ne parvient pas à mettre. Et tout ça, ça agit sur les producteurs. Et même, quand vous allez les voir, ils vont dire, avec les changements climatiques, même les producteurs en milieu local aujourd'hui, ils connaissent ce qu'on appelle changement climatique. Ils vont dire, avant, quand je semais, après quelques semaines,
je pouvais dire, oui, ma récolte ou bien ma culture est déjà à un niveau avancé, à une étape végétative aussi avancée, et je peux prédire en quelque sorte quel pourrait être mon rendement. Mais de nos jours, ce n'est pas le cas. Donc, il y a des actions qui sont menées, les producteurs avec les conseillers, les quelques conseillers que nous avons sur le terrain, essaient quand même d'aller vers des actions d'adaptation à ces effets néfastes des changements climatiques pour permettre à ce que nous puissions avoir véritablement une productivité, même si ce n'est pas aussi améliorée, une productivité plus ou moins moyenne. En matière de transformation agroalimentaire, depuis un certain temps, il y a eu l'interdiction des sachets non biodégradables et on est en train d'utiliser davantage des emballages biodégradables pour pouvoir essayer de conserver les produits transformés, les produits agroalimentaires. Et ce faisant, ça voudra dire qu'on est en train de pouvoir préserver l'environnement et de maintenir un certain nombre de sécurité sanitaire pour l'homme, pour les animaux et aussi pour l'environnement, pourquoi pas. De plus en plus, avant, il n'y a pas des manques séchés, c'est quelques exemples que j'ai donnés ici, mais aujourd'hui, vous pouvez voir des manques séchés, des producteurs accompagnés des partenaires techniques et financiers, c'est quand même de pouvoir faire un certain nombre de transformations des produits locaux que nous avons. En temps, ces produits-là pourrissaient dans les champs et on ne parvenait pas véritablement à en bénéficier. Et de plus en plus, on peut trouver des produits bien conservés et qu'on peut vendre même en période où normalement on ne veut pas trouver ces produits. Il y a aussi de l'ananas séché. Et en matière aussi d'innovation ou bien d'action de changement, les transformatrices que nous avons dans nos milieux ont commencé par faire des biscuits à base des œufs de volaille. Certains vont utiliser les œufs de caille, d'autres vont utiliser les œufs de poule, etc., pour pouvoir essayer de fabriquer des biscuits. Moi, j'en avais pris une fois au Togo. Au Bénin, je n'ai pas encore vu, mais je sais que ça existe. C'est peut-être parce que je n'ai pas encore actualisé mes informations dans ce sens. Et on a constaté en d'autres temps que le fonio, les grains, n'étaient pas aussi faciles à décortiquer. Et après, à travers des réflexions, les gens sont parvenus à mettre sur pied un décortiqueur bien blanchisseur de fonio qui aujourd'hui permet aux transformatrices de décortiquer en un rien de temps le fonio et partant de pouvoir les conserver. Vous voyez déjà ici le fonio pré-cuit que les gens vendent. Ça voudra dire que nous sommes en train de passer d'une étape A vers une étape B et qui constitue quand même une amélioration. Ce sont des éléments d'innovation, ce sont des technologies qu'il faudrait véritablement valoriser. En tant que e-reporter, c'est des éléments dont il faut véritablement valoriser. Il faut chercher des points et les recoins où il y a ces genres d'innovation, essayer de pouvoir diffuser l'information pour permettre à un certain nombre de pouvoir s'en approprier. Et pour le faire, il faut utiliser des moyens adéquats. On va en arriver là. En matière d'économie agricole de vulgarisation, je le disais à l'entame de cette séance, il y a
depuis un certain temps, la flambée des prix des intrants agricoles. Et c'est lié depuis 2019 au coronavirus. Et cette année, depuis environ 6 mois, avec la crise russo-ukrainienne, il y a eu une flambée inexplicable des prix des intrants agricoles. Au Togo, par exemple, le sac de 50 kg de NPK est passé de 12 000 francs à 18 000. En Côte d'Ivoire, ce sac de 50 kg de NPK est passé de 15 000 comme prix initial à 38 000. Vous allez en Côte d'Ivoire aujourd'hui, le prix de section du sac de 50 kg de NPK est à 38 000 francs. Au Bénin, on est passé de 12 000 à 28 000, mais le gouvernement a subventionné pour que la population puisse avoir le sac de 50 kg de NPK à 14 000. Et en le faisant, on est encore confronté à un problème parce que il y a certains producteurs ou bien certains commerçants indélicats qui essaient de pouvoir collecter le peu d'intrants que nous avons parce que ça ne vient pas aussi comme cela se devait. Ici, ce sont les engrais minéraux. Ça ne vient pas parce que ça devait quitter l'Ukraine, ça devait quitter la Russie, mais les autres, ils sont en crise, ils sont en guerre. Ainsi, c'est indisponible. Et partant le peu qu'on a, d'autres en achètent au prix subventionné, ils collectent ça et au lieu que ça puisse profiter aux producteurs béninois, ils essaient d'envoyer ça dans les pays limitrophes. Il y a eu des commerçants qui ont été arrêtés au nord et il y a eu un temps aussi un communiqué pour mettre en garde les contrevenants qui vont s'adonner à ces pratiques qui ne profitent pas à l'économie béninoise, qui ne profitent pas à nos producteurs. Et les mesures, vous avez vu, je parlais tout à l'heure des subventions. Les producteurs ont commencé par réduire les envergures. Il y a d'autres qui en temps faisaient, par exemple, 2 hectares de maïs par campagne agricole, mais qui ont réduit, qui aujourd'hui sont à 1 hectare. Et ça, c'est pour pouvoir s'adapter à la flambée des prix. Ça fait partie des changements dans le domaine agricole. Il faudrait quand même, en tant que reporter, de pouvoir véritablement opiner sur ces actions, relayer les bonnes informations pour que la population rurale puisse savoir à quoi elle est confrontée si elle-même n'est pas véritablement en mesure de prendre des bonnes décisions. Si en temps, on va prendre l'engrais au prix subventionné et aller vendre ailleurs pour pouvoir empocher l'argent. Il y a aussi la transition agroécologique. J'avais abordé déjà cette partie où on passe de l'agriculture conventionnelle à l'agriculture écologique où le paysan produit lui-même ses intrants. Aussi, en matière d'économie agricole, les gens, les producteurs, depuis un certain temps, avec l'appui des ONG, avec l'appui des partenaires techniques et financiers, essaient de mettre en place des stratégies pour pouvoir vendre de façon groupée les produits. Et en le faisant, ça permet de renforcer davantage la cohésion sociale, ça permet d'améliorer les revenus parce que quand c'est fait ainsi, il y a un suivi. Et le suivi permet d'avoir des produits de qualité et partant, on essaie quand même de pouvoir exporter certains produits. Aujourd'hui, au Bénin, vous avez l'ananas plein de sucre que les gens exportent
très fréquemment. Et c'est parce qu'à un moment donné, il y a eu des actions, des réformes profondes dans ce domaine au niveau de cette filière pour qu'on puisse en arriver là. Donc voilà un certain nombre d'actions de changement qui ont été entreprises dans le domaine agricole et qui permettent aujourd'hui aux producteurs de pouvoir véritablement bénéficier du fruit de leurs efforts. Aussi, il y a des plateformes en ligne pour la vulgarisation des innovations agricoles. Et ces innovations, je suis en train depuis un certain quelques minutes déjà, je suis en train de parler de cette innovation à travers les différentes spécialités des sciences agronomiques. Je viens de parcourir très rapidement les différentes actions de changement dans le domaine agricole. Maintenant, comment il faudrait relayer ces actions? Si tant est que la population agricole ou bien la population rurale est beaucoup plus analphabète. Cette population est analphabète et les moyens de communication qui sont mis en place depuis un certain temps ne sont pas adaptés pour permettre à cette population de savoir ce qui s'est fait, de savoir les différentes réformes institutionnelles qui sont engagées dans le domaine agricole. Parce que lorsqu'il y a des réformes qui normalement impactent de façon profitable le domaine, si tu es producteur et que tu n'es pas en mesure de pouvoir avoir cette information, ça voudra dire que tu ne pourras pas en bénéficier. Les gens ou bien les autorités ont tendance à diffuser ces informations à travers les chaînes nationales, beaucoup plus en langue française. Et vous allez me demander combien de producteurs dans les villages, dans les milieux ruraux, ont des télévisions. Alors que si vous allez dans les villages, il y a des postes récepteurs, il y a des radios. Mais si l'information que vous voulez apporter à ces producteurs n'est pas allée au niveau des chaînes radio où ces producteurs seront en mesure de pouvoir facilement s'en approprier, ça pose un problème. Et c'est à ça qu'on est confronté. Il y a tellement de réformes, mais les moyens de communication ne sont pas ce qu'ils devaient être. Et le comble, aujourd'hui, si vous parcourez un peu les différentes communes, vous allez constater que la plupart du temps, c'est un conseiller agricole que vous avez pour des milliers de producteurs. Mais avec ça, en combien de temps ce conseiller pourra atteindre tous les producteurs? Ce n'est pas possible. Donc, ça fait partie des contraintes qui entravent le monde agricole. Et partant, je sais que j'ai affaire avec les reporters qui vont aussi intervenir dans le domaine agricole. Je me dis, pour relayer réellement ces informations, pour que ça puisse atteindre le monde rural, il va falloir d'abord que les actions soient traduites en langue locale. Vous allez dans toutes les communes aujourd'hui, il y a au moins une ou deux langues qui sont davantage parlées, où vous pouvez atteindre un certain nombre de producteurs pour que l'innovation ou bien les actions engagées soient quand même
à portée des mains pour que ces producteurs puissent savoir réellement ce qui est en train d'évoluer et ce qu'il faudrait aussi délaisser. Il faut parvenir à fournir des rubriques sur des chaînes et radios communautaires. Pratiquement dans toutes les communes, il y a des radios communautaires. Si vous avez l'information en langue locale, peut-être qu'il faut trouver avec ces promoteurs de ces radios des rubriques, par exemple, des tribunes dédiées à l'agriculture pour pouvoir faire passer un certain nombre de messages afin de toucher davantage bon nombre. Pourquoi pas avoir des podcasts qu'il faut diffuser sur des réseaux sociaux. Bon, c'est vrai que la plupart des producteurs ne sont pas sur les réseaux sociaux, mais il y a quand même des enfants, des gens dans les villages qui disposent des smartphones qui sont sur WhatsApp et en faisant ces podcasts, vous balancez dans les groupes, les gens peuvent écouter et bien évidemment en langue locale, les gens peuvent écouter et dire ah, écoutez, il y a telle réforme, il y a telle innovation, et si on essaie de l'adopter. Donc, voilà quelques propositions pour pouvoir véritablement relayer les informations à la population rurale. Je m'en voudrais de terminer sans faire allusion à quelques plateformes d'information dans le domaine agricole. Aujourd'hui, au Bénin, nous avons la chaîne de télé, donc c'est une chaîne numérique, du rural, qui essaie quand même de faire rayonner l'information du monde agricole au quotidien, ce qu'il y a comme information relative à l'agriculture. Cette chaîne-là est dédiée pour ça. Moi, je suis abonné sur les chaînes YouTube. Je suis fréquemment les actualités. Ça me permet quand même de savoir ce qui se fait, même si je ne suis pas au Bénin, ça me permet de savoir ce qui se passe au Bénin dans le domaine agricole. Également, au sein de l'Université nationale d'agriculture, ils auront un blog là, PUMVET, et ils essaient quand même de mettre à la portée de la population des contenus beaucoup plus relatifs à l'agriculture. En tant que e-reporter, il faudrait quand même avoir des yeux, bien des idées sur ces différentes plateformes afin de savoir aussi ce qu'ils présentent comme contenu pour que vous aussi, ça puisse vous permettre d'effectuer convenablement votre tâche. Au Togo, nous avons cette chaîne numérique agri-digitale qui essaie d'impacter non seulement le monde agricole, mais aussi l'environnement au plan régional. Il y a aussi des webinaires qu'ils organisent très fréquemment, et tout ça avec des experts du domaine agricole, essayer de discuter, de donner des approches, des solutions par rapport aux différentes contraintes qui gangrènent le monde agricole aujourd'hui. Donc, en tant que e-reporter, il faudrait quand même s'abonner à ces différentes chaînes-là pour avoir des contenus, pour avoir des informations relatives au monde agricole. Voilà ce que j'ai préparé pour vous. C'est vrai que si on doit véritablement parler de cette thématique, ça peut prendre toute une semaine, mais de façon ramassée, j'ai essayé de donner des grandes lignes pour vous permettre de pouvoir avoir une idée. Et le monde a évolué, il y a tout sur Internet, vous pouvez chercher et aussi suivre les actualités pour que véritablement vous aussi vous puissiez produire, bien fournir à la population des contenus véritablement authentiques. À présent, si vous avez des questions, des commentaires, je suis à vous.
Merci beaucoup, Monsieur Ounadi Michel, pour votre brillante présentation. Nous avons appris beaucoup de choses, hein, même moi qui côtoie un peu les acteurs du monde à l'école, je n'ai pas ces informations, mais avec le webinaire de ce soir, j'ai appris beaucoup de choses et ça me permettra quand même de mettre à jour ma connaissance en ce qui concerne les actions de changement au niveau du secteur agricole. C'est vrai que nous devons finir à 22 heures. Nous avons des participants qui suivent aussi également hein, sur Telegram, d'autres sur la chaîne, en tout cas sur Zoom ici. Donc, nous sommes un peu plus nombreux. Il y a des questions que j'ai relevées ici, mais je vais donner d'abord la possibilité à ceux qui sont dans la salle Zoom, ceux qui ont des questions, bien évidemment, d'abord bien vouloir lever la main afin qu'ils puissent poser leurs questions au formateur. Dans la salle, je ne sais pas s'il y a des questions. Si vous avez des questions, veuillez bien vouloir lever la main. Il y a M. Tosope qui a une question. Ok, on laisse. On privilégie d'abord M. Tosope. M. Tosope, votre micro. Oui, merci, monsieur. Merci au communicateur, monsieur Onladi, Michel. Merci pour votre brillante communication. J'avoue que j'ai appris beaucoup de choses et j'ai des préoccupations. Mais bien avant ça, je voudrais aussi faire un apport concernant les actions de changement. Et parlons donc des techniques agro-pastorales hein, et dans le domaine, par exemple, des insectes, des ravageurs. J'aurais appris aussi, hein, mais ce n'est pas encore vérifié l'information. J'aurais appris qu'au Niger, par exemple, dans certains pays sahéliens, on valorise plutôt les insectes, c'est-à-dire qu'on en fait une alimentation. Il y a certains insectes qui sont mangés par les hommes. Cela permet de limiter les proliférations. Donc, je trouve aussi que c'est aussi une méthode pour limiter la prolifération des insectes ravageurs dans nos champs. Voilà ce que j'aimerais ajouter. Maintenant, ma question. Je peux y aller? Oui, allez-y. D'accord. OK. Parlons donc des techniques hein, dans le domaine de l'élevage, les techniques artificielles. Vous avez parlé de l'insémination artificielle, des croisements. Alors, une question m'est venue directement en tête. Hein. Et quand on fait tout ça, est-ce qu'il n'y aura pas aussi d'impact sur les produits laitiers? Lorsqu'on fait de l'insémination artificielle, est-ce que le produit qu'on obtiendra de ces animaux-là ne sera pas aussi un peu de qualité un peu douteuse? Donc voilà ma préoccupation. Merci. OK. Merci, Merci beaucoup. monsieur. Oui, merci beaucoup, M. Tosope. Oui, M. Michel, vous pouvez y aller directement. Hein. OK. Merci, monsieur Tosoupé. Comme vous l'avez dit, c'est vrai, il y a de plus en plus des insectes comestibles que les gens essaient de valoriser afin de limiter les proliférations. Et votre question, l'insémination artificielle. Lorsqu'on met en place cette biotechnologie, est-ce que ça n'a pas d'impact sur les produits laitiers? Je dirais non, parce que c'est vrai, on veut améliorer la productivité laitière. Et pour le faire, on a essayé d'importer des semences et ces semences ont été conservées suivant
un certain nombre de normes. Et avant de pouvoir semencer les vaches, on s'assure que les semences sont bien conservées, que ça n'a pas d'éléments d'anomalie pouvant porter atteinte à la santé de ces animaux pour que plus tard, ça puisse avoir d'effet sur l'homme. Ça veut dire qu'il y a un soin, un suivi normal de ces semences-là pour permettre à ce que ça soit exempt de pathologie. Et s'il n'y a pas de pathologie et que on ensemence les animaux, c'est normal que le produit plus tard soit un produit sain et dépourvu de toute anomalie, dépourvu de tout germe pathogène pouvant compromettre la santé de l'homme. Merci. Je ne sais pas si vous êtes satisfait. Ah oui, merci. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup, M. Michel, pour la réponse donnée à la question. Dans la salle, nous allons passer. Est-ce qu'il y a d'autres questions ici sur Zoom? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, en attendant certainement qu'un autre participant de la salle Zoom lève la main, il y a une question ici d'un participant qui demande, en tant que néophyte, hein, quelqu'un qui n'est pas dans le secteur agricole, mais qui veut vulgariser ou bien qui veut relayer une action de changement dans le secteur agricole. Compte tenu de tout ce que vous venez de dire, de manière terre à terre, comment est-ce que lui, en tant que e-reporter, peut arriver à pouvoir faire la distinction entre une action de changement dans le milieu agricole? Est-ce que, bon, sur la base de tout ce que vous venez de dire, est-ce qu'il est limité ou bien sur la base d'une observation, il peut arriver simplement à pouvoir faire la distinction entre un état initial et puis un état de changement? Je ne sais pas si M. Michel a compris la question du participant. Et merci, M. Abamoli. J'ai bien compris la question. OK. Oui. En matière de changement, même quand vous allez en milieu rural, en échangeant avec les producteurs, eux-mêmes vont vous dire, il y a de cela quelques années, voilà la manière dont on cultivait, voilà la manière dont on produisait. Mais aujourd'hui, peut-être à travers la mise en œuvre de certains projets, avec des encadrements, des suivis, on est passé à cette pratique parce qu'il y a tel avantage ou tel autre. Et de plus en plus, comme je l'ai dit, avec la transition agroécologique, il y a un certain nombre de pratiques que les producteurs mettent en œuvre. En tant que e-reporter, vous allez dans ces milieux. Même si vous n'avez pas affaire à un conseiller agricole, les producteurs sont là pour pouvoir vous dire si il s'agit d'une action d'amélioration, d'une action de changement ou pas. Et vous pouvez consolider l'information recueillie au niveau villageois auprès des producteurs en échangeant avec des experts du domaine agricole. Vous dites, voilà, je suis allé, il y a tel producteur, bien dans telle localité, les gens m'ont dit qu'en temps, ils essayaient de produire de cette façon, mais aujourd'hui, ils font ceci. En tant qu'expert, en tant que professionnel du domaine, est-ce que là, nous sommes en face d'une action de changement ou bien c'est juste parce que les producteurs, ils sont en arrière par rapport aux réformes dans le domaine agricole? Non seulement il faut prendre en compte l'information des producteurs, il faut prendre en compte l'information des professionnels,
et essayer de trianguler pour véritablement s'approprier de l'information authentique à vulgariser. Voilà mon élément de réponse par rapport à la question. Merci beaucoup, Monsieur Michel. Je crois que Monsieur Mila a la réponse à sa question. Il y a dans la salle Monsieur Alfred qui a la main levée. Oui, Monsieur Alfred, bonjour. Bonsoir, chers tous. Bonsoir, Monsieur Alfred. Bonsoir, Monsieur Alfred. Oui, bonsoir, Monsieur Michel. Oui, bonsoir, Monsieur Alfred. Bonsoir. C'est vrai, j'ai pris la communication en route. Donc, j'ai perdu une partie, mais le peu que j'ai suivi quand même, je crois que ça a été très instructif. Et je vous remercie. J'ai seulement une question, bon, c'est vrai, par rapport aux contraintes. Vous avez parlé de faible niveau d'alphabétisation. Et je voudrais savoir, quand vous parlez d'alphabétisation, est-ce à dire au niveau de la langue officielle du pays ou bien des langues nationales dans lesquelles les gens ne sont pas instruits? Je voudrais bien savoir cela. Ma deuxième préoccupation, ce n'est pas, ça ne va pas directement en droite ligne de ce qui a été fait, mais c'est par rapport à... Entre-temps, il y a, je ne sais pas, jusqu'à 2015, 2016, je ne me rappelle pas bien de l'année, il y avait le CTA, je pense que c'est la coopération technique agricole, qui fournissait des efforts. On avait possibilité d'avoir des livres, autres pour le renforcement des capacités, autres dans le domaine de l'agriculture, de l'environnement et autres. Aujourd'hui, j'ai vu, par rapport aux sources d'information et dans le domaine de l'agriculture, est-ce qu'il y a une autre structure qui a pu remplacer le CTA? Si oui, pourrions-nous avoir son nom? Oui. Merci beaucoup. Ok, merci, Monsieur Alfred. Lorsque je parle de faible niveau d'alphabétisation, ça, j'aborde en quelque sorte la langue officielle. Au Bénin, c'est le français. Et les contenus que les gens présentent souvent, c'est en français. Alors que la plupart de la population rurale ne maîtrise pas le français. Ou bien, je dirais que on a un fort taux d'analphabètes. Et partant, il faudrait quand même revoir les moyens de communication, la langue de diffusion de l'information pour pouvoir atteindre véritablement cette couche rurale. Parce que si vous proposez de l'information, une action de changement à quelqu'un et que cette personne n'est pas en mesure de comprendre dans son jargon ce que vous êtes en train de véhiculer, la mise en œuvre va poser problème. Peut-être que cette personne dispose d'un niveau relativement moyen dans la langue à travers laquelle vous êtes en train de passer l'information, mais ne parvient pas à bien interpréter ce que vous êtes en train de dire. Cela voudra dire que le processus est déjà biaisé. Quand le processus est biaisé, la mise en œuvre aussi va poser problème et on n'aura pas l'effet escompté. C'est pour ça que j'ai fait une proposition selon laquelle il faut tout faire pour que l'information soit disponible
dans la langue que les producteurs comprennent. Pour aborder votre deuxième préoccupation, la coopération technique agricole entend avec la possibilité, comme vous l'avez dit, d'avoir des documents techniques en matière d'agriculture et autres. Mais depuis environ 2 ans, ils ont envoyé des mails à leurs abonnés pour dire qu'ils ne vont plus fournir du contenu papier. Parce qu'en temps, les gens s'abonnaient et on les envoyait dans les boîtes postales des documents papier. Que ça fait sur eux, ils ne vont plus continuer sur cette même lancée. Du coup, la CTA continue, mais la CTA donne des informations beaucoup plus numériques. Si vous allez toujours sur les plateformes, vous pouvez avoir des contenus, mais n'attendez pas à ce que la CTA vous envoie encore des livres de façon physique, en version hard. Ce n'est plus possible. Et même ils ont été clairs. Mais une structure qui a remplacé la CTA, bon, jusqu'à présent, je n'en connais pas. Je ne sais pas si d'autres en connaissent, mais moi, je n'en connais pas. Voilà les éléments de réponse que je pourrais vous donner. Merci beaucoup, M. Michel. Je crois bien que M. Kodjo Alfred-Achaka est satisfait de la réponse que vous venez de donner. Il est à présent 22 heures. Je crois que nous allons arrêter la session d'aujourd'hui. Je crois que nous avons gardé assez de choses. Bon, il me semble que M. Tosoube Venance a levé. Oui, M. Tosoube. Oui, toutes mes excuses. Hein. C'est juste une donnée que j'aimerais demander au communicateur s'il peut nous laisser les noms des plateformes ou les sites sur lesquels nous pouvons trouver des informations, nous pouvons explorer. Vous avez parlé de certaines plateformes. Exactement. Je crois que cette plateforme-là, c'est sur sur la dernière page de sa communication. Je crois que nous allons partager ça avec vous pour que vous puissiez l'utiliser. D'accord, merci. Okay. Merci beaucoup, M. Venance. Donc, je disais tantôt, je remercie M. Michel Laurent-Ladi pour sa prestation de ce soir. Je crois que nous avons beaucoup appris. Nous avons eu à comprendre beaucoup plus les actions de changement du secteur agricole. Ça nous a permis également de savoir comment est-ce qu'il faut procéder à une vulgarisation d'une action dans le secteur agricole. Nous avons également appris les moyens, les canaux par lesquels nous pouvons user pour pouvoir atteindre vraiment la cible, parce qu'aujourd'hui, vulgariser les actions de changement, ça part du monde rural pour le monde urbain, parce qu'aujourd'hui, maintenant, ceux qui sont au niveau urbain n'attendent que les informations, n'attendent que les innovations qu'on relève dans le monde rural. Donc, du coup, pour avoir plus d'impact, s'il est nécessaire, il est vraiment crucial que nous puissions toucher à ce que nos producteurs en milieu rural en produisent comme contenu, produisent en tant que vraiment acteurs du secteur agricole et qui font véritablement des miracles, qui font vraiment des innovations dans le monde agricole. Je crois qu'avec cette formation, nos e-reporters, en tout cas des localités où nous avons des producteurs, nous avons des éléments, des acteurs du monde agricole qui font des innovations pourront être relevées et communiquées et tout le monde, je crois, sera au parfum de ces innovations-là. Donc, je vais laisser la parole à M. Michel Ounavi pour son mot de fin avant que nous puissions nous séparer. Merci, M. Afamoli, et merci aussi à nos chers activistes et reporters de l'agenda 3063.
Je crois que j'ai essayé de parcourir très brièvement les actions de changement dans le domaine agricole et aussi les mécanismes à travers lesquels vous pourriez véritablement atteindre ces producteurs qui sont dans le monde rural et qui ont soif de la bonne information. Et pour que l'information puisse véritablement les atteindre et mise en œuvre comme cela se doit, il va falloir que cette information soit dans la langue que ces producteurs maîtrisent véritablement. Je crois que vous êtes véritablement aguerris à travers ces grandes lignes que j'ai essayé de mettre à votre disposition. Vous pourrez toujours continuer par chercher et aussi à travers les plateformes, que ce soit agri-digital, que ce soit Plumvet, ou bien encore le rural. Il y a des actualités du monde agricole que vous pourrez toujours continuer à vous en approprier afin de jouer pleinement votre rôle dans la dynamique de renforcement des capacités, dans la dynamique de mise en œuvre de la bonne information pour le monde agricole. Merci beaucoup et très bonne soirée à chacun et à tous. Merci beaucoup, M. Michel. Merci également pour les participants. Merci pour votre participation active. Merci également aux participants sur Telegram, sur aussi également sur les autres réseaux. Nous vous remercions pour votre participation et on se dit bonsoir et à bientôt. Okay, merci et bonne soirée à tous.